Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, il y a 4 sujets dont j'ai envie de vous parler. D'abord, je veux revenir sur, la polémique lancée par l'extrême droite contre, des jeunes filles, qui, ont participé à une séance de l'Assemblée nationale et qui, était voilée, polémique lancée par l'extrême droite. Je vais revenir, d'abord sur ça. Ensuite, je vais, venir sur la victoire, de Zoran Mamdani à New York, car, je crois qu'elle est riche en enseignements pour la France et pas forcément ceux qui ont pu être tirés par, les uns et par les autres. Donc je vais revenir, sur ce sujet. Troisième point, eh bien, je parlerai, du budget très rapidement parce que, je veux simplement revenir sur une nouvelle petite magouille entre, certains et le gouvernement, pendant l'examen du budget de la sécurité sociale. Mais je veux vous donner cet élément pour que vous l'ayez en tête et qu'on puisse, avancer, sur, des stratégies qui soient efficaces à l'avenir. Et puis quatrième et dernier point, je veux vous parler, de la situation au Soudan qui est absolument dramatique et j'y reviendrai donc, à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite comme toujours à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et je commence tout de suite avec mon premier thème qui est donc cette polémique lancée sans doute par la photo d'un député du Rassemblement national, transmise au journal Frontière, enfin journal si on peut appeler ça, à l'outil de propagande Frontière, qui montrait un groupe de jeunes filles, certaines, je crois collégiennes, d'autres, lycéennes, qui, portaient, un voile à l'intérieur de l'hémicycle et qui, participaient à une séance publique de l'hémicycle. Alors évidemment, l'extrême droite était extrêmement choquée, ça a fait des débats sur les plateaux télé. Encore une fois, des gens ont envoyé, sous le bus des jeunes filles qui n'avaient rien demandé à part participer à une séance de l'Assemblée nationale où se fait la loi au cœur du temple de la République et de la démocratie, eh bien, une nouvelle fois, certaines personnes ont envoyé le message, le signal que certaines personnes ne seraient pas les bienvenues, et ça tombe toujours sur les mêmes, c'est sur les jeunes filles musulmanes, et que ces jeunes femmes sont ciblées directement, alors qu'elles n'avaient rien demandé à part participer à cette séance. Alors d'abord, on va essayer de faire le fil sur ce qui s'est passé. Je vous l'ai donc dit, il y a une photo vraisemblablement prise par un député RN, envoyée à Frontières, mais la polémique commence parce que Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, plutôt que de dire bah, c'est légitime que des jeunes femmes viennent voir ce qui se passe dans l'hémicycle, eh bien Yaël Braun-Pivet déclare la chose suivante. Au cœur même de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, où a en particulier été votée la loi de 2004 sur la laïcité à l'école, il me paraît inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes. Nous n'avions pas été confrontés à cette situation par le passé. J'ai appelé chacun à une extrême vigilance pour que cela ne se reproduise pas. C'est ça qu'elle dit. C'est une question de cohérence républicaine. Alors, il faudrait que Madame Braun-Pivet apprenne ce qu'est la cohérence républicaine. Parce que si je regarde la loi, voici ce que dit la loi de 2004 sur le port de signes religieux ostentatoires. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Article L 141-5-1 du Code de l'éducation. Pardon, mais en fait, c'est dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Et là, il y a déjà un premier sujet, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une visite scolaire d'une école publique, mais il s'agissait d'une visite scolaire d'une école confessionnelle musulmane et où cette, obligation de ne pas porter de signes religieux ostentatoires ne fait pas partie, de la loi. Ensuite, eh bien, il faut revenir sur ce qu'est le sens de la laïcité. La loi de 1905, que tout le monde aime à citer, eh bien, il faut la lire en détail. L'article premier de cette loi dit: «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après», donc il y a un certain nombre de restrictions, «dans l'intérêt de l'ordre public». La République assure la liberté de conscience. Ça, c'est l'article premier de la loi de 1905 et ça va dans le même sens que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Or là, c'est le cas, elles ont été inquiétées pour leurs opinions religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Bon, voilà. Donc c'est un droit qui est constitutionnellement garanti, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça fait partie de la Constitution, et que la loi de 1905 est très claire sur ce que dit la laïcité. Mais ça va plus loin, la loi de 1905. Elle dit: la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ça veut dire que la République, normalement, et a une forme de cécité, n'est pas capable de reconnaître, de voir un culte. Donc, cette polémique, elle est lancée par des islamophobes qui cherchent à cliver
la société française sur la question de la religion. J'en profite au passage pour dire que c'est la même logique que ceux qui sont des extrémistes religieux. Les extrémistes religieux, ils cherchent à cliver la société sur la base de la religion. Et la meilleure défense par rapport à cette volonté de diviser la population, c'est précisément d'être dans une forme d'indifférence par rapport aux religions. C'est comme ça qu'on est le plus efficace vis-à-vis de ce sujet-là. Mais là, le sujet qui est posé, c'est y a-t-il eu un non-respect de la loi? Bah non. Si on regarde l'ensemble de ce que dit la loi, il n'y a pas eu de non-respect de la loi. Alors certains font référence à un article du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que je vais vous lire. Je vais vous lire ce que ça dit sur la question vestimentaire. Ça dit, pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte. Il se tient assis, découvert et en silence. Il peut consulter les documents, blablabla. Il se tient assis, découvert. La question porte sur le mot découvert, ce qui veut dire dans le vocabulaire du quotidien que normalement, si on a un chapeau ou un bonnet, on enlève son chapeau, on enlève son bonnet, mais ça ne fait pas référence directement à des signes religieux. Et d'ailleurs, l'article 9, qui concerne cette fois-ci les députés, lui, il dit clairement que les députés ne doivent pas avoir de tenue qui manifesterait l'expression d'une quelconque opinion, est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou slogans de nature politique. Je tiens à préciser au passage que cet article du règlement de l'Assemblée nationale n'est pas respecté, puisque des messages de slogans de nature politique ou des logos de nature politique, un certain nombre de fois, les députés en portent soit sur leur veste, bah, tenez, moi c'est mon cas par exemple, j'ai un triangle rouge qui est un symbole de lutte contre l'extrême droite et en même temps un symbole ouvrier, et je le porte en permanence dans l'hémicycle et jusqu'à présent personne ne m'a jamais fait de réflexion sur le sujet. Il y en a certains qui portent d'autres symboles, et puis parfois c'est mis sur les ordinateurs des députés, donc il y a des symboles politiques plein de fois. Et puis je vais vous donner un autre exemple. L'utilisation, notamment pendant les questions au gouvernement, à l'appui d'un propos de graphiques, de pancartes, de documents d'objets ou instruments divers est interdite lorsque ceux-ci sont utilisés par un ou plusieurs députés appartenant à un même groupe pendant l'intervention d'un de ses membres. Le président peut retirer immédiatement la parole à ce dernier. Je vous rappelle quand même qu'on a un certain nombre de fois utilisé des pancartes dans l'hémicycle. La meilleure étant, à mon avis, j'étais pas député, mais c'était nos prédécesseurs, la meilleure étant, à mon avis, quand même, la fois où ils avaient mis des pancartes bon débarras lorsque Manuel Valls avait quitté le gouvernement. Mais je reviens sur cette polémique parce que je pense que elle est révélatrice d'un moment de notre histoire, de l'histoire de notre pays, sur lequel il faut faire très attention. Il y a une volonté chez certaines personnes de diviser la population en raison de la religion. Il y a la volonté d'essayer de faire des musulmans dans notre pays et des femmes musulmanes et des filles musulmanes dans notre pays les boucs émissaires de tous les maux de notre pays. Parfois, ça va être les musulmans. Parfois, ça va être les Algériens. Parfois, ça va être les immigrés. Mais d'une manière générale, il y a la volonté chez certains de cibler toujours une partie de notre peuple en raison de ce que les gens sont et non pas en raison de ce que les gens font. C'est-à-dire en raison de critères qui sont inhérents à leur identité et non pas inhérents à leurs actions. Or, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut juger les gens sur leurs actes, sur ce qu'ils font et non pas sur ce qu'ils sont. Et ça, cette logique-là, cette logique de diabolisation systématique d'une partie de la population, elle est extrêmement inquiétante parce qu'elle mène in fine à une forme de déshumanisation et c'est là que je veux en venir. Cette déshumanisation, c'est ce qui est à l'origine de tous les mouvements les plus dangereux pour l'histoire de notre humanité. Parce qu'à partir du moment où vous avez déshumanisé une personne, à partir du moment où vous l'avez transformée en moins qu'un être humain, alors tout est possible pour ensuite se débarrasser de cette personne-là. Et c'est ça qui est très inquiétant. Parce que quand les députés du Rassemblement national lancent cette polémique et les journalistes de Frontières lancent cette polémique, quand Madame Braun-Pivet la relaie, eh bien, les victimes, à la fin, directement, ce sont les jeunes filles qui participaient à cette séance. Et je vais plus loin. C'est pas seulement les jeunes filles, là, ici, qui participaient à cette séance, qui doivent être très choquées de ce qui se passe. Parce qu'elles viennent voir ce qui se passe dans le temple de la République et de la démocratie. Et elles le font, je pense, ce jour-là, en se disant, bah, on va voir cet endroit magnifique qu'est l'Assemblée nationale, on va assister à un débat. Et je pense qu'il y a beaucoup de joie dans un moment comme celui-ci. Elles ressortent de là, et voici qu'elles sont devenues presque les ennemis publics numéro un. Moi, j'alerte sur ça parce que cette déshumanisation de ces jeunes filles, elle s'étend ensuite
à toutes les jeunes filles qui sont concernées, à toutes les femmes qui sont concernées et qui portent le voile. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter dans notre pays parce que je l'ai dit sur, le plateau de BFM, mais ceux qui prétendent vouloir, défendre les libertés des femmes en disant que le voile serait un outil de soumission aux hommes, plutôt que ce que c'est en théorie dans la religion, c'est-à-dire un outil, de soumission à Dieu et de respect à Dieu. Mais je passe pas sur les aspects religieux, c'est pas ce qui m'intéresse là. Ceux qui veulent imposer des choses aux femmes, contre leur volonté, contre leur gré, eh bien, précisément, ce sont ceux qui sont dans des logiques patriarcales. Et il y en a parfois qui disent, mais vous voulez qui nous disent à nous, les insoumis, ils nous disent, vous voulez transformer la France en Iran, vous voulez que la France soit l'Iran et que toutes les femmes soient voilées. Ben non, c'est l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est que les femmes soient libres de choisir ou de ne pas choisir de porter le voile. Que les hommes soient libres de porter ou de ne pas porter la kippa. Que ceux qui sont catholiques ou chrétiens, plus largement, soient libres de porter ou de ne pas porter une croix autour du cou. Voilà, c'est ça la logique de la laïcité, c'est une logique de liberté, c'est pas une logique d'imposition, c'est pas une logique de contrition, c'est une logique de liberté. Ce qu'il faut garantir, c'est que les gens soient libres. Et ce à quoi il faut travailler, c'est précisément à l'autonomie des citoyens, au fait qu'ils puissent développer leur volonté propre, leur esprit critique, et qu'à un moment donné de leur vie, eh bien, ils puissent choisir ce qu'ils veulent faire entre porter, ne pas porter le voile, porter, ne pas porter la kippa, être religieux ou ne pas être religieux. Je vous le dis et je voudrais dire enfin ceci, parce qu'il y a la question de l'enfance aussi vis-à-vis de la religion. Mais quand on est enfant, ça arrive qu'on soit élevé dans la religion et dans plusieurs religions. Ça arrive par exemple, pour si on prend la religion catholique, qu'on soit baptisé alors qu'on est encore un nouveau-né, qu'on fasse sa communion alors qu'on n'est pas forcément toujours dans un développement intellectuel qui permet de savoir si on le fait parce que bon, on nous a dit de le faire, les parents nous ont dit de le faire, ou si on le fait parce que c'est notre liberté de le faire. Tous ces éléments-là sont des éléments de réflexion extrêmement profonds sur l'enfance, sur l'adolescence et puis sur l'entrée dans l'âge adulte. Mais précisément, notre devoir de républicain, c'est de travailler au fait que tous les citoyens de notre pays puissent développer un esprit critique qui leur permette de choisir librement si oui ou non ils ont envie d'être croyants, si oui ou non ils ont envie d'être croyants de telle religion ou de telle autre religion, et s'ils ont envie d'être athées à un moment donné. Je rappelle que 50% de notre population n'a absolument aucune religion et ne souhaite pas que notre pays entre dans des conflits, dans des guerres de religion. Et à l'intérieur de ceux qui sont croyants, eh bien, l'essentiel des gens non plus n'a pas envie qu'on arrive dans des guerres de religion. Voilà, je voulais vous parler de tout ça parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement choquant. J'ai trouvé que il y avait beaucoup de gens qui entraient dans cette polémique. Comme ça, les pieds dans le plat, en racontant n'importe quoi, qu'il fallait interdire le voile dans l'espace public, enfin les idioties habituelles. Et je crois qu'il faut au contraire travailler à l'unité de notre peuple plutôt que à ceux qui cherchent à le diviser. Et je fais le lien très directement avec l'élection de Zoran Mamdani à New York. Pourquoi je fais ce lien? Parce que lui aussi, comme il est musulman, eh bien, il a été affublé de tous les noms, de toutes les critiques dès qu'il a été élu et même avant évidemment. Heu, on l'a accusé, enfin certaines personnes l'ont accusé d'être un islamiste et j'ai vu certains visuels le plaçant, lui, aux côtés des attentats terroristes du 11 septembre 2001. J'ai d'ailleurs déposé des signalements Pharos chez ceux qui l'ont fait, déposé des signalements au procureur de la République chez ceux qui l'ont fait, parce que c'est mettre sur le même plan les musulmans et les islamistes. Et je voudrais dire à quel point je suis, je vais dire ça comme ça, mais je suis choqué de la manière dont est reçue l'élection de Zoran Mamdani dans notre pays. Alors d'un seul coup, il y en a plein qui viennent là, qui se réveillent au dernier moment et qui disent c'est fantastique, un socialiste élu à New York. Et chacun y voit midi à sa porte. Alors, il y en a qui disent, mais regardez, Zoran Mamdani, il a été élu parce qu'il a participé à une primaire, et la primaire, c'est bien la preuve que c'est le moyen de faire émerger des candidats et qu'ensuite il soit élu. Oui, sauf qu'il a participé à une primaire, il a gagné la primaire, et le perdant de la primaire n'a pas respecté le résultat de la primaire. Il y en a d'autres qui disent, ah, il a gagné parce que il a parlé du social. Il avait un programme radical qui proposait les crèches gratuites, un logement accessible, les transports gratuits, et donc c'est parce qu'il a parlé de social qu'il a gagné.
sans doute que le programme de Zoran Mamdani participe effectivement à sa victoire. Encore heureux que les gens, votent, favorablement à un programme. Mais, je signale qu'il n'a pas parlé que de ça et je signale que ceux qui disent qu'il faut parler de social pour pas parler d'autres sujets, parce qu'en fait, c'est ça ce que disent un certain nombre de personnes et notamment pas parler de la question du racisme et notamment, pas parler de la question des discriminations en raison de la religion ou des discriminations en raison du genre ou de l'orientation sexuelle. Ceux qui disent ça en disant: «Ah attention, ça va nous aliéner des voix si on parle de ces sujets-là», eh bien, ce sont ceux-là même qui essayent de récupérer la victoire de quelqu'un qui, au final, a parlé de ces sujets-là et je fais le lien très directement avec l'exemple précédent parce que Zoran Mamdani, il a été insulté parce qu'il est musulman. Il a été traité de complice du terrorisme, il a été traité d'antisémite en raison de ses positions, sur Gaza, comme, ça a pu être, le cas, dans notre pays, comme c'est d'ailleurs toujours le cas dans notre pays. Mais il a répondu toujours d'une manière qui était une manière où il s'agissait pas de reculer. Quand il a été accusé d'être, un terroriste islamiste ou je sais plus quelle était l'insulte qu'on lui avait faite cette fois-là, ou d'être un communautariste, je crois que c'était ça l'insulte, eh bien, il a fait une réponse avec une vidéo en arabe. Imaginez un peu si, un candidat à une élection dans notre pays faisait une vidéo en arabe, faisait une vidéo en espagnol, en italien, en je ne sais quelle langue, mais surtout en arabe. Imaginez un peu si un de nos candidats faisait une vidéo dans une autre langue que la langue française et particulièrement en arabe. Quel que soit le propos qu'il tiendrait par ailleurs, il serait immédiatement accusé d'être un communautariste, immédiatement accusé d'être une personne qui cherche à s'adresser à une partie seulement de la population, quand bien même le message serait par exemple sous-titré en français. Dans son cas, à Zoran, c'était sous-titré en anglais. Et il a pris les choses toujours avec beaucoup d'humour et des réponses comme ça, au tac au tac. Moi, je trouve que c'est formidable ce qu'il a fait. Parce que on ne lutte pas contre le racisme en glissant le problème sous la porte. On ne lutte pas contre la haine religieuse en glissant le problème sous le tapis, pardon, pas sous la porte. On ne règle pas la question des discriminations, en raison de l'orientation sexuelle ou du genre en, faisant comme si le problème n'existait pas. On affronte ses adversaires. On leur répond avec des arguments de fond et on défend, on protège, on se met du côté de celles et ceux qui subissent des agressions racistes. Voilà comment on lutte efficacement contre le racisme. Ça ne marchera pas de faire, comme si, il suffisait de ne pas parler d'un sujet pour qu'il soit réglé et qu'il disparaisse d'une certaine manière par lui-même. Non, ça ne marchera pas. Raison pour laquelle aussi quand on parle des sujets associés à l'immigration, il faut pas reculer. Faut pas dire, «Ah oui, bon, pardon, peut-être qu'il y a un petit peu trop d'immigration». Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la manière dont des gens aujourd'hui n'accueillent pas en réalité, des personnes, immigrées. La manière dont aujourd'hui, les personnes immigrées sont affublées de tous les maux, de toutes les violences. On dit que les personnes immigrées, les étrangers en particulier, seraient, des personnes plus violentes. Enfin, il suffit de regarder les chiffres, hein, sur le nombre de personnes, immigrées, sur le nombre de personnes, pardon, étrangères, vous avez 0,3 des personnes étrangères qui sont en prison. Oh là là, mon Dieu, la catastrophe et encore, c'est sans parler de la manière dont la police d'abord et la justice ensuite, traitent les personnes, étrangères de manière plus dure. Donc il est logique d'une certaine manière quand vous avez des institutions qui, reproduisent des mécanismes de domination que, eh bien, les victimes de ce système de domination à la fin soient de manière plus nombreuse les personnes qui sont déjà placées dans des situations de domination à l'intérieur de systèmes. Bref, si on veut affronter nos adversaires, il faut les affronter. Faut pas, faire semblant, faut pas, les cajoler, faut pas, être gentil avec eux. Non, il faut les affronter sur le fond et sur ce sujet-là en particulier, je pense que, l'hypocrisie d'un grand nombre de personnes est, sans doute, une des choses qui m'a, le plus, choqué. Mais je suis personnellement très heureux, de la victoire, de Zoran Mamdani et je lui souhaite bonne chance pour, la mairie de New York, même si, je pense pas qu'il entendra la vidéo, mais en tout cas, je lui souhaite bonne chance pour réussir à appliquer son programme parce que, j'allais dire, le plus facile est fait. L'élection, c'est fait et maintenant, je dis le plus facile, mais un peu en déconnant parce que franchement, c'était pas facile pour lui. Mais maintenant, il va falloir, s'affronter à une superstructure qui va tout faire
pour qu'il ne puisse pas réaliser son programme et pour qu'il échoue. Parce que s'il échoue après l'espoir qu'il a suscité, eh bien, tous nos adversaires qui auront participé au fait que ça ne marche pas nous diront: «Regardez, ça ne marche pas et voilà, nous avions raison, rien n'est possible. La seule chose qui est possible, c'est pas l'espoir, c'est le désespoir et donc il faut rentrer dans sa boîte comme ça pfft, et disparaître s'il vous plaît». Parce que quand les gens parlent trop fort, eh bien, il y en a certains qui ont les oreilles sensibles et que ça choque. Eh bien, moi, je souhaite bonne chance à Zoran pour la suite et pour le gouvernement de cette mairie de New York. En tout cas, ça nous donne beaucoup d'espoir ici en France. Troisième sujet dont je veux vous parler, je fais vite, mais à propos de gens qui sont pas cohérents ou qui racontent n'importe quoi, eh ben, cette semaine, on a eu un nouvel exemple de l'accord entre les socialistes et le gouvernement. Alors ça va de plus en plus loin, puisque maintenant, c'était carrément un amendement de Jérôme Guedj, donc député socialiste, de l'Essonne d'ailleurs, qui venait financer le décalage de la réforme des retraites promise par Sébastien Lecornu. Donc Jérôme Guedj fait un amendement d'augmentation de la CSG, contribution sociale généralisée, sur le capital, mais amendement qui visait à faire une augmentation temporaire et dont le montant permettait pile poil de financer le décalage de la réforme des retraites. Pas vu, pas pris, c'est un socialiste qui a déposé l'amendement, c'est pas le gouvernement. Donc vous voyez, ça serait une victoire pour les socialistes qui ont permis de financer le décalage de la réforme des retraites. Bref, c'est cousu de fil blanc, mais ils pensent que ça se voit pas et que ça va passer. Sauf que voilà, pas de bol. Il y a les poils à gratter qui étaient dans la pièce encore une fois et encore une fois, eh bien, on a battu, l'accord du gouvernement. Alors, tout le monde, presque a essayé de battre cet accord, mais pour une raison simple, c'est que juste après l'amendement de Jérôme Guedj, il y avait des amendements mieux-disants et qui sont basés sur le programme du nouveau Front populaire, dans lesquels on établissait cette hausse de la CSG sur le capital, mais pas, temporairement et pas juste pour financer le décalage de la réforme des retraites. Non, non, de manière pérenne et pour financer plus largement la sécurité sociale. Ben oui, et nous on prend les amendements mieux-disants et ceux-ci ont été adoptés avec le ridicule fini que les socialistes ont dû, eux-mêmes finalement voter, pour ces amendements qui étaient évidemment plus efficaces, plus puissants que celui qui était, déposé initialement par Jérôme Guedj et le Parti socialiste. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis juste ça parce que je sais que le budget, ça saoule tout le monde, en ce moment. Donc c'est simplement pour que vous ayez ça en tête. Bon, bah, voilà, une nouvelle étape, de cette espèce d'alliance tacite, entre, le gouvernement et les socialistes. Dernier point que je voulais évoquer avec vous parce que je ne veux pas finir sans en parler, c'est la situation, au Soudan après, la prise de la ville de El Fasher, où il y a une situation qui est une situation catastrophique depuis plusieurs années avec, les forces, de soutien rapide, de Hemeti qui commettent des massacres, qui sont qualifiés par certains, de nettoyage ethnique et où, depuis le début de cette guerre, on en est à plus de 150 000 morts, 10 millions de personnes, déplacées sur une population de 50 millions de personnes. Donc c'est une situation qui est gravissime et qui, pour l'instant, ne perce pas le mur du son médiatique français. On n'en parle presque pas, dans les médias, français et c'est bien la raison pour laquelle il faut qu'on fasse pression et qu'on arrive à faire, monter ce sujet-là. Nous avons essayé cette semaine avec une question, de Nadège Abou-Mangoli, notre députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale sur ce sujet-là, avec une question centrale. C'est: que fait la France, sur ce sujet? Et notamment, la France est-elle prête à participer à un embargo sur les armes? Car la question qui est, sous-jacente dans cette situation-là, c'est l'implication directe des Émirats arabes unis qui aident matériellement Hemeti et ses forces de soutien rapide et qui les aident du coup à commettre, ces massacres. Et là, il y a un sujet qui est un sujet d'action pour la communauté internationale. Oui, on peut essayer de faire en sorte qu'on arrête, de fournir en matériel cette bande qui commet, des massacres. Là, il y a un enjeu et moi, je vous appelle vraiment à, alerter, à faire ce que vous pouvez à votre, niveau sur ce sujet-là, à travailler, à faire émerger la question de la situation
au Soudan. Vous pouvez trouver des éléments, notamment sur le site de la France Insoumise, on avait fait un communiqué. Vous pouvez retrouver la question de Nadège Abou-Mangoli aussi pour voir quels sont les éléments qu'on peut mobiliser sur ce sujet-là. Il y a quelques articles qui existent sur ce sujet. J'en ai trouvé un qui était assez bien de France Info qui expliquait notamment qu'il y avait la question du matériel militaire utilisé et de composants qui sont utilisés, qui sont des composants européens dans le matériel militaire. Donc là, il y a un sujet directement européen et particulièrement français sur l'envoi des armes. D'ailleurs, quand on a posé la question au ministre, eh bien, il n'a pas répondu sur le sujet de l'embargo et on sent qu'il y a une gêne du côté du gouvernement français. Et vraiment, sur ce point-là, c'est là où nous, les Français, on a la capacité sans doute d'agir en mettant la pression sur notre gouvernement pour qu'il y ait un embargo sur les armes, sur cette question soudanaise. Et encore une fois, on ne peut que envoyer tout notre soutien, apporter notre soutien à celles et ceux qui sont concernés au Soudan, mais aussi à celles et ceux qui, en France, suivent de très près la situation soudanaise, ont parfois de la famille ou des amis qui sont là-bas. Et je tenais à vous faire ce petit message pour vous envoyer de la force. Regardez aussi si des mobilisations sont convoquées sur le sujet, car il y en avait la semaine dernière, peut-être y en aura-t-il d'autres. Et moi, je vous appelle vraiment à y participer si vous le pouvez. Ça me semble très important de participer à cette lutte pour que cessent les massacres au Soudan. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous présente mes excuses parce que la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. C'est la première fois en plusieurs semaines, mais ma foi, eh ben, j'en suis franchement désolé parce que j'essaye de m'y tenir depuis plusieurs mois et que là, j'ai pas réussi. Mais bref, rendez-vous la semaine prochaine et prenez soin de vous.